Quand t'as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce 8e épisode du podcast, j'ai eu la joie de recevoir Mai Hua, une femme au grand cœur, artiste protéiforme, passionnée par les couleurs de l'âme humaine. Nous nous sommes retrouvés pour ce moment privilégié, entre rire et vulnérabilité, où elle nous exprime sa peur d'être elle-même, d'être une femme, d'être une fille et d'être une mère, avec sa douceur et sa sagesse qui rayonnent partout où elle va. Je pense que j'ai une relation très profonde à la peur, qui a évolué de manière assez spectaculaire sur les 2-3 dernières années. En fait, plus j'avance et plus la peur, c'est un truc qui m'excite maintenant. C'est un truc, quand j'ai mis le doigt sur le fait que j'avais peur de faire quelque chose, je sais qu'il y a une grande aventure qui m'attend. Donc je suis relativement avancée maintenant, alors qu'avant c'était un truc que je pouvais même pas nommer. Je pouvais pas le nommer, je pouvais pas le considérer. C'était vraiment quelque chose que je devais mettre sous le tapis et qui ne devait jamais émerger. Donc parfois mon petit garçon, il me dit non, moi de toute façon j'ai peur de rien. Je dis ok, ça me rappelle quelqu'un. Et du coup voilà, il grandit et puis parfois il me dit ah tiens ça me fait peur, ça me fait peur. Et je me dis voilà, c'est une évolution, c'est juste un chemin quoi. Et aujourd'hui, j'ai 42 berges et finalement, quand je regarde, je suis pas très vieille, je suis pas très jeune, je suis vraiment entre les deux, un peu en milieu de vie. Et quand je regarde en arrière, je me dis mais t'as eu peur de tellement de choses, mais t'as eu peur de tout en fait, et de tout ce qui est devenu essentiel dans ma vie. Donc finalement, j'ai eu peur de m'écouter, j'ai eu peur d'être mère, j'ai eu peur d'être la fille de ma mère, j'ai eu peur d'aimer, j'ai eu peur de briller, j'ai eu peur d'être moi-même en fait. Et moi-même, c'est une sorte de boule à facettes. Et à chaque facette, voilà, il y a des, je sais pas, il y a une paroi à traverser. Et cette paroi, ça doit être la peur ou ça doit être l'ego, je sais pas très bien, mais et en fait, il y a toujours une possibilité de traverser, de laisser traverser à la lumière ou quelque chose comme ça, quoi. Et en fait, maintenant que je sais ça, que j'ai appris ça, et ben quand il y a une peur qui émerge, là, sur des projets créatifs ou sur je me dis ouais, cool, parce que ce qu'il y a derrière, c'est certainement quelque chose de très important pour moi. Et donc voilà, donc j'ai un autre rapport à la peur maintenant. Ouais. Ce serait quoi, du coup, si c'était t'avais la peur d'un côté d'une pièce, ce serait quoi l'autre côté pour toi? Tu sais, je viens de finir un film sur une longue quête qui a duré 6 années, mais en fait, bon, j'imagine que c'est la fille bien avant, mais qui a été très très longue et très très lente parce que j'avais très très peur, tout le temps. J'avais peur de créer, j'avais peur de cheminer, j'avais peur de trouver des réponses. Et finalement, le film qui en a résulté, c'est vraiment ça, c'est un appartement avec des chambres d'enfilade. Et à chaque fois, en fait, tu ouvres une porte, t'as une chambre, et ben... Ok, t'as eu très très peur d'ouvrir la porte, mais c'est bon, t'es dans la chambre, tu vas fouiller, et puis à la fin, t'as tout déplacé, t'as tout retourné, et puis sous le matelas, il y a encore une porte. Et hop, tu dois ouvrir. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est la porte en fait, la peur, et c'est ce qui te contraint et t'empêche d'être libre et t'empêche de vivre, franchement, vraiment, ouais. Et elles sont quand même nécessaires, ces peurs, finalement? Ouais. Moi, je pense, j'imagine qu'on est très complet et que toutes les émotions, les sensations, que ce soit d'amour, de peur, de colère, tout est nécessaire. Tout est nécessaire parce que avoir peur, c'est certainement une réponse saine à une situation qui n'est pas saine. Et du coup, ça peut, c'est ce qui te sauve la vie, quoi.
si t'as pas peur, je sais pas, je pense souvent aux gens qui font du free solo, des trucs comme ça. Ouais. Et avant aussi, je travaillais dans la cosmétique et il y avait des tests qui étaient faits et sur certains hommes et certaines femmes, il n'y a pas beaucoup de sensations. Et du coup, comment créer une crème pour des gens qui n'ont pas de sensations, tu vois, par exemple. Et en fait, ils se rendaient compte que les gens qui n'ont pas de sensations, ils vont toujours créer des situations qui vont leur permettre d'avoir des sensations. Donc, de l'escalade, des trucs, voilà, tu tends un fil au-dessus d'un trou, du vide, tu fais des sports au risque, quoi. Parce que t'as pas assez peur. Et que du coup ça devient donc j'imagine qu'il y a une nécessité humaine, tu vois, dans ton expérience humaine, et que cette nécessité, du coup, si c'est une nécessité, elle va s'exprimer de manière vertueuse quand t'es autorisé à l'exprimer, et parce que c'est en relation avec quelque chose sur lequel tu dois cheminer. Et puis ça peut se révéler de manière vicieuse si on t'empêche ça. Et dans ce cas-là, tu peux avoir peur de tout. Et le pire, c'est que tu peux avoir peur de tout sans le savoir. Et c'est ça qui, pour moi, qui a été très très long, c'était de comprendre que j'avais peur, quoi. Okay. Et du coup, j'ai fait une dépression quand j'ai eu ma fille, par exemple. Parce que pour plein de raisons, mais la plus grande raison, c'est que j'avais peur d'être une mauvaise mère. Bon, je pense que hormonalement, j'étais aussi en vrac, tu vois, mais j'avais une peur panique d'être une mauvaise mère, de faire mal à cet enfant, et parce que j'avais jamais appris à avoir peur, ça s'est exprimé de cette manière-là, et j'ai effectivement fait mal à ma fille, parce qu'elle s'est retrouvée à 2 mois et demi avec une maman qui chialait toute la journée, qui arrivait juste pas à faire autrement, quoi. Et voilà, donc et puis ça devient une expérience en fait qu'on arrive aussi à partager, et ça crée aussi un lien en fait, de partager cette expérience après l'avoir traversée, etc. Dans ton film, il y a donc l'expression d'une lignée de femmes sur 4 générations, je crois. Tout à l'heure, quand tu as introduit un petit peu la conversation, tu parlais justement des peurs qui étaient liées au fait d'être mère, au fait d'être fille de cette mère, au fait d'être une femme, au fait d'être toi-même. Avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, et puis sur toute cette histoire d'avortement et de droit à l'avortement, c'est une question qui me vient pour toi, là. C'est quoi finalement les grandes peurs d'être une femme aujourd'hui ? C'est intéressant. Je chemine beaucoup sur la question du genre, moi. Et pour moi, comment dire, être une femme, en fait, pour moi, c'est être un humain adulte qui s'identifie à une femme. Donc, en fait, je pense que c'est ce que nous apprennent les transgenres. Tu peux naître avec une physiologie d'homme, ou avec, en tout cas, une programmation pour devenir un homme, et dire non, en fait je suis une femme. Donc c'est un truc d'identification. Bon, moi je m'identifie tout à fait au fait d'être une femme. Et c'est devenu vraiment central dans ma vie, et c'est ce qui me donne énormément de puissance aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense que moi, la partie qui me manquait énormément, c'était finalement plutôt... non, en fait, je sais pas, j'ai dû parcourir les 3 trucs finalement. Être humaine, ça veut dire quoi ? Être adulte, ça veut dire quoi ? Et être une femme, ça veut dire quoi ? Je pense que les 3 ont joué, et je pense que les 3 sont totalement interliés, quoi. On peut pas... c'est pas un truc intellectuel ou pas totalement conceptualisable. C'est une expérience qui dépasse les mots, je pense. Mais disons que sur mon humanité, ça a été beaucoup autour de la vulnérabilité. T'en avais parlé avec Camille hyper bien, c'était vachement beau. Et cette humanité, c'était une humanité, je pense que j'y reviendrai sur le côté femme et biologique, mais c'était une humanité émotionnelle, quoi. Moi, j'étais totalement coupée de ça. J'étais vraiment... ils appellent ça homo faber, donc l'homme qui fait ou la femme qui fait, l'humain qui fait, quoi.
au lieu d'être un humain qui est, quoi. Et tout le territoire des émotions, par exemple, c'était un territoire qui m'échappait totalement, que je cherchais en allant voir des films, que je cherchais en allant voir des expositions, que je cherchais dans l'expression artistique, sans même le savoir, mais parce que moi-même, j'étais totalement incapable de l'investir. Et je pense que pour moi, c'est ce qui a changé. C'est quand j'ai lu le bouquin de Brené Brown, quand elle dit que voilà, la vulnérabilité, c'est oser te mettre au milieu de l'arène et te montrer tel que tu es sans savoir comment l'autre va l'accueillir. Et ben pour moi, ça a été un cheminement, mais de ma boule de juste dire qui j'étais. Alors, il se trouve que j'ai des réseaux sociaux, etc. Donc, l'exercice, il était finalement pour moi facilité, parce que je trouve ça 10 fois plus simple sur des réseaux sociaux que face à quelqu'un que t'aimes, face à ton père, face à ta mère, face à ton chéri. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, je mentais tout le temps, mais sur une base quotidienne qui pouvait être très légère je suis en retard parce qu'il y a eu un problème dans le métro. Il n'y a pas eu de problème dans le métro. Ou juste le problème dans le métro. Tu veux dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit ça, finalement... Sachez que si vous dites ça, on sait très bien que ça n'est pas arrivé. Et après, les gens s'en accommodent et c'est pas grave non plus. Mais jusqu'à ne pas comprendre, en fait, où était la vérité. Et d'ailleurs, c'est un chemin, tu vois, qui prend une vie. Mais est-ce que tu vas bien ? Oui, non. Et en d'accord. fait, tu vois, sur des questions très très simples, tu peux dire oui, ça va très bien. Ouais. Es-tu sûr ? Ouais, non, je vois très bien. Pas du tout. Et donc là, est-ce que tu mens ou pas ? Je pense que tu mens pas nécessairement en tant qu'être social, mais en tant qu'être intime dans ta... oui, tu mens, parce qu'en fait, de toi à toi, tu sais très bien que ça va pas bien, mais t'as pas la capacité à le dire, quoi. Donc t'as pas... Et du coup, pour moi, ce qui m'a relaxée, c'est que c'est devenu une sorte de compétence à acquérir. Et du coup aussi, quand j'élève mes enfants... La vulnérabilité, tu veux dire ? Ouais. Du coup, quand j'élève mes enfants sur certaines choses où il y a des blocages, ce qui peut aussi me permettre d'être moins dans le jugement et plus dans l'accueil, c'est en fait, t'es frustré et en fait, c'est un chemin hyper long et difficile pour tout le monde d'apprendre à gérer la frustration, mais au moins tu sais que t'es frustré, tu le dis, c'est déjà énorme. Moi, je viens juste d'apprendre à le faire, j'ai 40 ans, quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça très très dur de dire vraiment ce que je ressens. J'ai trouvé ça hyper dur. Et puis donc c'est comme ça, en revanche, que j'ai, je pense, développer mon humanité. Okay. Et après, au niveau... Mais c'est aussi une part de l'adulte dont tu parlais, bien sûr, deuxième... exactement. Sur le deuxième point, l'adulte, c'est devenir ton propre parent. En fait, je me rappelle quand j'avais... ça, c'est un truc que mon mec m'a appris le jour où je l'ai filmé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. Ouais. Je l'ai filmé et à un moment, il me dit... il est thérapeute. À un moment, il me dit... mais ce qu'on doit peut-être remettre en question à un moment donné, c'est notre besoin perpétuel d'avoir un parent. Et du coup, notre mec doit devenir notre père, notre boss doit devenir notre père, notre président doit devenir notre père. Et en fait, pareil pour la mère, mais de manière totalement inconsciente. Et parfois même sans avoir à reconnaître son propre père en plus. Ah ben oui, ouais. Et oui, ça devient très très compliqué. Ouais. Mais du coup, je pense que dans le couple, il y a une facette de parentalité qui est pas négligeable et qui est ok. Mais voilà, dans quelle mesure t'as choisi ce mec ou cette meuf pour réparer ta relation qui n'était pas celle que tu voulais ou sur laquelle t'as pas assez cheminé, etc. Et donc tu vas répéter sans cesse et te trouver des boss tyranniques, etc. Où est ta part de responsabilité là-dessus ? Et j'étais ok. Et du coup, comment devenir ton propre parent ? Et pour moi, ça a été ce truc de me remettre dans ma lignée. Ouais. Et donc d'accepter d'être... paradoxalement, devenir mon propre parent, c'était accepter que j'étais la fille de ma mère. Ouais, c'est génial. Et non plus sa mère. Et accepter que... je sais plus qui a dit ça, mais...
quand t'arrives chez Jerry, donc mon mec, il y a un gros écriteau devant sa porte. Alors son paillasson c'est fuck off, et après tu ouvres la porte, il y a écrit Abandon all hope. Donc abandonne tout espoir. On est bienvenus, quoi. Mais en tout cas, il faut y aller. Ouais. Tu vois, et en fait, je trouve que dans ce chemin de vie, il y a vraiment un moment où il faut y aller, quoi. Faut y aller, il faut abandonner l'espoir que quelqu'un va te réparer, que ta mère va être comme tu veux, que ton père va être comme tu veux, et que la vie va être comme tu veux. Faut abandonner cet espoir-là. Et je pense que tu fais un bond énorme, en fait, à ce moment-là, parce que il y a un truc où tu te sens seul, parce qu'en fait, si tu deviens ton propre parent, il n'y a plus personne pour s'occuper de toi. Mais en fait, le fond du bousin, il n'y a que toi qui peux aller investir là-dedans, quoi. Donc ce qui nous empêche la plupart du temps de nous prendre en main et d'être notre propre parent, c'est aussi cette peur d'être seul, finalement, de se dire si je m'occupe de moi, du coup je vais plus avoir besoin des autres, les autres vont plus avoir le rôle que je leur ai donné, donc c'est quoi la relation, du coup? Ouais, je pense, Mais je pense qu'au final, dans la relation, il y a une vraie différence entre l'essence de ta relation et les moments où ça se transforme. Donc, si l'essence de ta relation, c'est qu'on s'occupe de toi, c'est chaud, en fait. D'accord. Quand tu le penses comme ça, c'est chaud. Par contre, évidemment, si l'essence de ta relation, c'est vraiment de l'amour, évidemment, quand quelqu'un, l'un des deux, a un coup de mou ou a un besoin d'être soutenu, d'être épaulé, d'être protégé, etc., l'autre est évidemment là pour la personne, mais par amour. Pas parce pas que... Pas par peur de pas jouer ton rôle de sauveur ou de victime, etc., quoi. Et en fait, moi, ça a transformé toutes mes relations, ça. Toutes mes relations. Parce que j'attendais plus de l'autre qui me répare. Alors qu'avant, c'était l'attente première, en fait. Et dans le fait de devenir adulte, je pense qu'il y a un autre truc qui m'a vraiment fait cheminer. Et c'est là qu'on revient sur les peurs, c'est tout le dark side. Tout le côté sombre. Et d'accepter qu'on a un côté sombre et que c'est OK. Où ça le sera. Où ça le sera. Un jour, en tout cas, on peut se le mettre en perspective tout d'un coup. Moi, j'étais vraiment une petite fille parfaite, tu vois. Donc, c'était très, très dur pour moi de me dire « Ouais, mais t'es aussi une grosse conne. » J'étais sûr qu'on allait beaucoup rire dans cet épisode. Bon, si ça sature dans le micro, désolé. Voilà. Sorry. Ça s'appelle l'authenticité. Et qu'il faut accepter que non seulement certaines de tes actions font mal aux autres, mais que t'es pas du tout prêt à les changer, en fait. Et que t'es même inconsciemment prête à les maintenir et prête à continuer, en fait. Donc là, ça fait très peur. Ça fait vachement peur. C'est se couper de son ombre, de sa partie sombre, finalement, c'est se couper de la moitié de soi-même. Enfin, presque, quoi. Ouais, presque, Après, ça, chacun son pourcentage, mais... Ouais. Mais de toute façon, on est tellement conditionné à être quelqu'un de bien. On a tellement peur de brûler aux enfers si on fait quelque chose de mal et qu'on y est mal. Que bon, on peut faire confiance au fait que ça réémergera toujours, mais en fait, si je reviens à la parentalité, si tu veux que ton môme il aille bien, tu veux tellement que ton môme il aille bien, il a plus la possibilité de pas aller bien, quoi. Donc en fait, lui, il est coupé d'une partie de son expérience, et toi, en fait, tu crées chez lui une scission, quoi, une séparation. Donc tout ça, aller chercher ma colère où elle était, etc. C'est ce que le film m'a permis de faire. Et c'était un truc dont j'avais aucune idée avant. Moi, je pense qu'il y a un peu de magie, tu vois, dans la vie. Et ce film, c'est un truc qui m'appelait et que je devais faire, et je devais le faire. C'était un truc important, c'était essentiel. Sinon, j'allais clamser. Et en fait, plusieurs fois, j'ai dû m'arrêter parce qu'en fait, mes intentions n'étaient jamais les bonnes et parce que le film n'aboutissait pas
Et c'était à chaque fois l'indicateur que j'étais toujours pas arrivée là où je devais arriver, quoi. Ouais. Le film, il a évolué en même temps que toi, en fait. Ouais. Mais ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, quoi. Et en fait, il y a eu juste un moment où j'ai compris que j'avais une histoire en tête et la vie en face de moi, et que faire ce documentaire, c'était tel que je l'avais imaginé au départ, c'était vraiment faire rentrer des ronds dans des carrés, quoi. Ça ne marche pas. Sauf si tu fais des petits ronds. Ouais. Et en fait, où finalement, tu réduis ton expérience de vie pour que ça rentre dans la case, quoi. Et en fait, pourquoi, en fait? Non, en fait. Ouais. Et mais là, par contre, tu dois aller voir pourquoi t'es en colère, ce qui te met en colère, les boutons qui font que, voilà, comment ça s'exprime chez toi. Enfin, moi, par exemple, ça s'exprime par beaucoup de rumination. Donc maintenant, je mets un peu moins de temps, mais avant, je pouvais passer des semaines à ruminer. Donc à avoir des conversations avec toi-même négatives, qui aboutissaient toujours au même résultat, hyper mentalisant. Si elle a dit si, c'est bien que ça veut dire ça, et que donc ça nanana, et donc la petite boucle, mais t'es un poisson rouge dans un bocal, quoi. Sauf que tu t'en rends pas compte, puisque t'es un poisson rouge dans un bocal, le poisson rouge il s'en rend pas compte, quoi. Et il y a un moment donné, il y a un truc qui dit ça fait combien de temps? Tu vois, j'ai fait des retraites au Népal où tu te retrouves pendant 4 jours, tu jeûnes, t'as juste une bâche au-dessus de la tête et puis un matelas et un sac de couchage. Devant une nature qui est immuable. Si t'as de la chance, il pleut, il y a un tonnerre et waouh, génial. Mais en fait, sinon, tu vois. Et en fait, à chaque fois que je l'ai fait, tu vois, j'ai mon monkey mind là qui est et en fait, au bout d'un moment, c'est 2 jours, tu vois. Pendant 2 jours, t'as pas arrêté de ruminer et au bout d'un moment, il y a un truc qui fait mais ça fait combien de temps juste? Tu vas faire ça combien de temps encore, sans déconner? Et donc tu deviens observatrice de toi-même. Et là, il y a un truc qui est nettoyé, tu vois, qui se lave et donc voilà. Donc devenir adulte. Donc devenir adulte, c'est ça. C'est aussi être complet, en fait. C'est être un être complet. Donc avec sa partie lumière et sa partie ombre, c'est arriver à être son propre parent, donc s'occuper de soi-même et répondre à ses propres besoins. Ta part d'humanité, tu l'as contactée en exprimant ta vulnérabilité. Et la troisième partie, donc c'est la femme. La femme, alors pour la femme, je pense que... Alors c'est marrant parce que, par exemple, quand j'ai eu des enfants, je l'ai cherché longtemps, en fait, la femme en moi. Je l'ai cherché hyper longtemps. Et je me rappelle que quand j'ai eu des enfants, je me suis pas sentie femme. Tu vois, c'est pas un truc que quand j'ai eu mes règles, je me suis pas sentie femme. Tu vois, et il y a eu un moment où j'ai cherché la femme en moi parce que je sais pas, c'est comme si j'avais un bras en moins. Il est où ton bras, quoi? Et en fait, je pense que ça s'est fait par 2 biais. Un, c'était me remettre dans cette lignée de femmes. Qu'est-ce que, en tant qu'être humain, adulte et féminin, qu'est-ce que je reçois de ma lignée de femmes et qu'est-ce que je vais transmettre à ma fille? Et puis un jour, peut-être que je serai ancêtre aussi, tu vois. Dans 100 ans, enfin, moi, du coup, je suis en contact avec une arrière-grand-mère qui est décédée, que j'ai jamais connue. Voilà, mais qui est née il y a plus de 100 ans, quoi. Dans 100 ans, je serai l'ancêtre de quelqu'un. Donc, et ce que je fais aujourd'hui ne détermine pas la vie de ma fille et de ses descendants et descendantes, mais ça peut avoir un impact. Donc, du coup, quand tu imagines cette ligne de femmes, qu'est-ce qu'on se transmet? Et s'il y avait bien un truc qu'on se transmettait, c'était la peur d'être une femme, quoi. Ça, c'était un truc énorme, en fait. Et tu te dis, ah ouais, mais est-ce qu'être une femme, ça va être réduit à avoir peur d'être une femme, avoir peur de l'homme, avoir peur du patriarche? Bien sûr que non. Et donc, du coup, ça a été la peur, finalement, ça a été un premier pas
parce que ça a été la porte vers cette nouvelle chambre sous le matelas. Et du coup, je pense que tout l'autre cheminement, ça a été... comment dire ? Finalement, le patriarcat et la misogynie, ça nous montre ce qui est détesté, pas uniquement chez les femmes, en tant que femmes, mais chez les humains en tant qu'êtres féminins. Et c'est un truc vachement différent, parce que... je prends un exemple, j'avais partagé ça sur une de mes stories, mais par exemple, toute la sphère domestique, d'accord ? Je dis pas que c'est la sphère de la femme, mais c'est la sphère qui avait été déléguée aux femmes et aux êtres féminins. Donc ça a été catégorisé comme féminin, et si tu ajoutes de la misogynie par-dessus, ça devient un truc, ça devient une corvée. Ouais. Je sais pas, mais on parle pas du jardinage, du bricolage et de la comptabilité comme une corvée. On en parle comme une corvée parce que c'était de la sphère de la sphère du féminin. Et en fait, ce sont des mecs qui m'ont appris ça, qui pas que c'était la sphère du féminin, mais que j'avais un problème de le considérer comme une corvée. Et je me rappelle, j'avais un mec qui... je partais amener les enfants à l'école, et quand je revenais, il avait fait tout le ménage, il avait fait les lits étaient sublimes, tu vois. Et il me disait, tu vois, comme ça, tes enfants, ils feront des beaux rêves ce soir. Et il y avait tellement d'amour et d'intention qui était posée là-dessus, que j'ai compris qu'en fait, c'était mon regard sur ça, qui était finalement misogyne. Ouais. Et j'applique ça à la parentalité, j'applique ça au fait de prendre soin des autres, j'applique ça à la douceur, tout ce qui est de l'ordre. Tu vois, les femmes artistes qui utilisent du textile sont jamais considérées comme des artistes parce que c'est du textile. Mais pourquoi ? Parce que il y a une pratique féminine du textile qui date de, on ne sait pas le dater finalement, et qui du coup est catégorisé comme féminin, et qui du coup, comme c'est catégorisé féminin, est catégorisé surtout inférieur. Donc en fait, pour moi, ça a été de revisiter tout ce que moi je considérais comme inférieur, parce qu'en fait c'était féminin. Donc ça, il y a eu tout ça. Donc t'as changé ton regard à toi en fait. Ouais. La misogynie, c'est un système de valeurs. Et c'est un système de valeurs qui nous a été... on est biberonné à ça depuis 10 000 ans, en fait, depuis la révolution agricole. Et ça appartient pas qu'aux hommes, du coup. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, faut qu'on défasse ça ensemble, quoi. Donc oui, une femme peut être misogyne. En tout cas, moi, j'ai été une femme misogyne, très, très misogyne. Et ce qui a fait partie de ce territoire-là, c'est le corps. Et le corps, ça a toujours... Enfin, tu vois, on est dans une société patriarcale hyper mentalisante, hyper intellectualisante, où, si t'es quelqu'un de bien, t'as un cerveau une gauche super développée. Le corps, notamment le corps des femmes, est un corps qui fuit, qui est fluide, qui coule, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser. Donc ça, c'est un truc inférieur. Et ça aussi, ça a été un grand champ pour moi de comprendre mon corps, les règles, et puis le gros truc, ma sexualité, tu vois. Ça veut dire quoi ? Alors, moi, j'ai une sexualité hétérosexuelle, mais du coup, ça veut dire quoi pour moi d'être pénétrée ? Est-ce que ça fait peur ? Évidemment, ça fait peur. Et je me rappelle, j'écoutais une émission de radio où un des mecs disait j'invite tous les hommes, c'était un mec qui disait j'invite tous les hommes à s'imaginer pénétrés par quelqu'un qui, dans la norme, en général, est plus grand qu'eux. Et je les invite à être un peu humbles, parce qu'effectivement, c'est une expérience, quoi. Et en fait, soit tu restes dans la peur de ça, soit tu te dis, mais putain, c'est aussi la porte de l'invisible, c'est aussi... je sais pas, tu te dis, mais ouvrir tes jambes pour quelqu'un que t'aimes, putain, mais c'est magique, quoi. C'est génial. Et ça devient... Alors, je dis pas que la sexualité féminine est uniquement de l'ordre de la pénétration, pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, c'était un champ qu'il fallait que j'explore, et que j'explore ma sexualité, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et là, dans ce lieu-là, de l'intime,
on peut dire qu'aujourd'hui on est dans une société où ça fait peur, où c'est même dangereux en fait d'être une femme. Et ben l'intimité, c'est un lieu où c'est pas dangereux d'être une femme. Et c'est un lieu où moi, je peux explorer à fond les ballons ce que ça veut dire de me relâcher dans mon féminin, ce que ça veut dire de... Et c'est un truc encore assez nouveau pour moi, mais c'est un truc trop génial. Mais d'ailleurs, c'est un truc trop génial. Ouais. J'étais en train de me dire, une femme peut se faire effectivement se laisser pénétrer par un homme, mais elle peut aussi prendre un homme. Oui, on peut le voir dans les deux sens. Elle peut aussi prendre un homme, bien sûr, et c'est génial. Ce que je dis juste, c'est par rapport à mes peurs à moi. Moi, j'ai pas peur de pénétrer un homme, mais ma peur à moi, c'était qu'est-ce que ça veut dire d'être pénétré, qu'est-ce que ça veut dire qu'on me prenne, qu'est-ce que ça veut dire de me donner. Et il y a effectivement un truc qui peut, si quelqu'un se permet d'objectiver mon expérience intime, on va appeler ça un stéréotype. Mais moi, dans mon expérience intime, me donner totalement à quelqu'un que j'aime, me laisser pénétrer, explorer ce que ça veut dire et mes sensations, explorer aussi mon clitoris et toute ma peau et ma langue et enfin tout et surtout les vibrations énergétiques qui affluent dans mon corps et qu'on peut échanger avec mon chéri, etc. Putain, mais c'est un truc de malade, quoi. Et c'est trop génial. Donc, et ça, je suis allée voir une pièce que tu as vue aussi, Sexperiment. Et elle commence en disant, voilà, moi, quand j'ai eu un enfant, je me suis pas sentie femme. Quand j'ai eu mes règles, je me suis pas sentie femme. Et le fond du truc, c'était le sexe, quoi. Je me sens femme et je développe cette on va dire, ce féminin ou cette féminité à travers ma sexualité et en libérant ma sexualité. Et en fait, c'est le lieu où t'es à la fois amoureux ou amoureuse et libre, quoi. Et je veux dire, tu peux avoir un sex friend, tu vois. T'es pas forcément amoureux de la personne. Mais par contre, si c'est fait dans une forme de joie et finalement dans une forme de compassion, putain, mais c'est hyper puissant et c'est trop génial. Et ça, c'est hyper empowerant. Ouais, je pense. Je suis en train de réfléchir à ce que tu dis et c'est intéressant de voir ces trois parties, contacter ton humanité, contacter l'adulte et contacter ton féminin. Finalement, quand tu contactes ton humanité, pour ça, c'est accepter ta vulnérabilité. Contacter ton adulte, c'est finalement être autonome. Et finalement, c'est un peu les ingrédients pour contacter ton féminin et pouvoir te lâcher complètement dans ta sexualité, la vulnérabilité et l'autonomie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je me suis dit, waouh, son truc, il est hyper bien fait. Non, mais je veux dire, c'est pas une recette, mais c'est ton propre cheminement. Mais je veux dire, finalement, exprimer sa vulnérabilité et savoir être autonome et être le bon parent pour soi-même permet justement de contacter une intimité et exprimer sa sexualité, etc. T'as raison. Mais t'as tout à fait raison. Et d'ailleurs, ça s'est déroulé comme ça et c'est certainement pas pour rien. Mais c'est vrai que plus moi je me sens forte dans mon féminin, plus je me sens surtout puissante en fait. C'est pas forte, c'est vraiment développer une puissance, donc une énergie qui est toujours à disponibilité, quoi, à disposition. Enfin, forcément, en tant que mère, en tant qu'amie, je suis 10 fois plus puissante aussi. J'ai une écoute qui se développe. Tout ce truc de... Pareil, tu vois, on me parlait de trucs de stéréotypes et de misogynie. Moi, cette idée de réceptivité, d'écoute et tout, putain, c'était fait pour les relous, quoi. Moi, je voulais tout défoncer, être directrice marketing dans une tour à New York avec, tu vois, en distribuant des papiers blancs. En bonne asiate que nous sommes. De quoi parles-tu? Et en fait, je pense que pour moi, la clé, ça a été l'exploration. De dire, et qu'est-ce que ça fait si tout d'un coup, tu deviens que réception? Si tout d'un coup, tu deviens super féminine selon les principes de ce bouquin. Et effectivement, cette exploration, tu peux la faire quand c'est pas que tu cesses d'avoir peur, mais la peur cesse d'être
finalement ton moteur ou pas ton moteur mais ton frein, ouais. Enfin, ou les deux d'ailleurs. Mais, et donc du coup, t'es pas dans une injonction à être comme ci ou être comme ça. Ouais. Mais tu te dis, ah tiens, qu'est-ce que ça fait si à ce moment-là je suis comme ça. Donc t'expérimentes, quoi. Ouais, moi je suis vachement dans l'expérimentation maintenant. Parce que ce que j'allais te poser comme question, c'est que finalement, moi, sur le compte, je reçois beaucoup la même question qui finalement est mais ok, mais comment on fait ? Ouais, bien sûr, ouais. Mais j'ai l'impression que comment on fait, c'est même pas la bonne question, tu vois. Dans ce que tu me racontes, il n'y a pas comment on fait. Si c'est pas une recette, c'est pas tiens, j'ai fait une retraite au Népal et donc du coup ça m'a aidé à faire ça, machin. C'est un cheminement que tu as fait et des décisions que tu as prises, un peu par intuition, j'imagine. Alors, je pense qu'il y a une part d'intuition, mais moi je suis plutôt une bonne élève, tu vois, hyper scolaire, qui apprend selon les manuels, etc. Et effectivement, il y a eu beaucoup de lectures qui m'ont beaucoup aidée. Mais c'est vraiment dans l'expérience, en fait, l'humanité, elle se... D'ailleurs, je recite Camille, mais dans la conclusion de son bouquin, c'est ce qu'elle dit. Elle dit la vie s'apprend pas dans les livres, elle s'apprend quand on se regarde les yeux dans les yeux, quoi. Et c'est tellement beau de dire ça. Et effectivement, moi, j'ai appris à regarder les gens dans les yeux et ça m'a fait très, très peur. Parce que t'es au bord de la chienne à chaque fois, finalement, tu vois, en 3 secondes, quoi. Parce que quand tu te regardes vraiment, ouais. Et tu te dis, tiens, ça, j'ai pas lu ça dans les livres. Ou alors, un livre l'a évoqué, mais je l'ai pas ressenti dans mon corps. Et je pense que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Le fait d'être une bonne élève, j'ai pu utiliser ce truc-là pour étudier la vie, quoi. Mais effectivement, à partir du moment où, dans ma conscience, j'ai mis le mot exploration, quoi qu'en dise la société, ça m'a donné beaucoup de liberté, mais aussi beaucoup d'amour. Je pense que pour moi, la grande peur à laquelle j'arrive aujourd'hui, c'est vraiment la peur d'aimer vraiment, quoi, profondément, inconditionnellement, entièrement. Ça fait super peur. Ça fait vraiment très très peur. Dans mon expérience, j'ai l'impression que on parle beaucoup d'aimer, on parle beaucoup d'amour, on dit souvent je t'aime. Enfin, moi, c'est quelque chose que je peux dire facilement. Finalement, en fait, ça prend du temps d'apprendre à aimer. En fait, on n'aime jamais vraiment complètement. Enfin, c'est toujours conditionné, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il y a tout le chemin finalement aboutit à ça, quoi. Ouais. L'inconditionnalité de cet amour-là. Et ça passe par soi d'abord, comme tu disais. Ouais, ça passe par soi. Et après, effectivement, comment dire, tu as des marqueurs quand même, tu vois, dans tes relations. Si tu vois que tes relations sont vertueuses, tu te dis, bon, c'est un bon marqueur sur... parce que c'est quand même difficile de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, t'as besoin quand même... on est des animaux sociaux quand même. Donc, t'as besoin des autres pour comprendre et... c'est pas utiliser les autres comme un miroir, mais c'est... c'est à travers. À travers, être lié, quoi. Être lié. C'est très beau, mais en fait, et je pense que c'est là qu'elle est la vraie bataille intérieure, en tout cas, c'est de maintenir ce choix, parce qu'en fait, il y a un moment où ça devient un choix, quoi. Enfin, en tout cas... Aimer, tu veux dire ? Aimer, ça devient vraiment un choix de vie, et c'est vraiment pas un truc de bisounours, quoi. C'est vraiment hyper dur. C'est parce que j'entends, en tout cas. C'est vraiment hyper dur, je trouve, mais... c'est certainement pas facilité en étant dans une société très très égotique. Et et puis je crois qu'on a été tous bercés par Hollywood et Disney et tout ça, et que finalement l'amour a été très édulcoré. L'amour, c'est pas forcément un truc qui est beau, facile. Parfois c'est difficile, parfois ça demande énormément de travail, d'élan, de pratique, de patience, C'est pas si simple, quoi. En tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus dur. C'est ça. Il n'y a rien de plus dur. Et du coup, je trouve que, pareil, dans ces expériences, ça vaut vraiment le coup d'avoir des expériences. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus.
voilà, dans des cercles de femmes ou des cercles d'hommes, dans les constellations, dans des retraites comme on les pratique, toi comme moi, où tu as une expérience d'amour profonde, où du coup t'es marqué. Tu sais, en fait, moi je me rappelle, je disais, bon, je sais que ça va quitter mon corps à un moment donné, tu vois, cette vibration là, ce truc qu'on ressent dans ce cercle où tout le monde pleure parce que c'est trop beau et que t'as une sorte d'expérience un peu extatique de béatitude, tu vois, un truc d'humanité profonde. Tu sais, quand tu vas revenir dans l'autre monde, on va appeler ça comme ça, je sais pas où est la réalité du coup, mais va falloir te souvenir que ça existe en fait. C'est ça. Parce que l'expérience qu'on a dans notre monde n'est pas faite pour ça et n'est pas faite pour que tu puisses ouvrir toutes les portes de cette manière-là. T'es obligé d'en refermer, quoi. Sinon c'est dangereux en fait. Donc, mais voilà, dans ma tête, il y a un truc qui dit non, mais je sais que ça existe. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai ressenti, et c'est vrai en fait. Et c'est vrai. Et le pari, c'est. Pardon ? Je disais, le pari, c'est ça, c'est de retrouver cette sensation-là et de pouvoir la recréer peut-être dans un environnement qui est l'autre monde, donc c'est-à-dire le monde de tout le monde aujourd'hui ici, occidental et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est ça le pari, c'est que on pourrait être en retraite toute l'année en haut d'une montagne, on serait probablement toujours en connexion avec ça, mais ce serait faire presque la moitié du chemin. Ah mais totalement. Et puis de toute façon, je pense que c'est un état. Donc, comme n'importe quel état, ça passe, quoi. Mais du coup, tu deviens... Il y a une graine qui est plantée. Il y a quelque chose où tu sais... ce truc, parfois, où je me dis... je le ressens plus, là. J'ai perdu le fil. Je sais que ça existe. C'est juste à moi de taffer pour y retourner. Mais... effectivement, je pense que ça fait très très peur parce que c'est pas qu'une question d'ego, mais c'est aussi une question de vraiment détruire une partie de qui tu es, de qui tu penses être. Parfois c'est un peu la même chose, mais il y a toute une partie de tes constructions que tu dois lâcher. Et ce lâcher prise là, ça fait un peu peur. Mais je sais pas si t'as vu le film Premier Contact. Oui, je crois que c'est pareil, je l'ai vu 3-4 fois. Et en fait, cette scène donc c'est un film. Alors c'est un film de science-fiction, mais qui est pas un film de science-fiction, c'est un film de philosophie. C'est clair. Et voilà, on contacte des linguistes pour essayer de comprendre le langage d'extraterrestres qui viennent d'arriver sur Terre et de traduire, voilà. Et donc c'est une plongée dans la linguistique et tout ça. Et cette première scène où elle va rencontrer les extraterrestres, putain, mais je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça aussi, je trouve que c'est beau quand t'as des repères où tu dis ah oui, avoir peur et traverser sa peur, ça ressemble à ça. Et je me dis, en fait, parfois quand j'ai peur, je pense à ce personnage-là qui, tu l'entends respirer dans son cage. Mais elle avance quand même. Elle y va quand même. Et j'aime bien cette conclusion. Ouais. Voilà, faut y aller quand même. Ça se résumerait à ça, du coup. Message éventuellement pour les personnes de Balance ta peur, ce serait qui voulaient traverser finalement. Il y a un auteur qui s'appelle David Deida qui parle des énergies masculines et féminines justement, et sur le masculin il est beaucoup question de peur et il dit en fait c'est pas de dépasser vos peurs, c'est de les traverser. Donc la peur elle est toujours là, hein. Mais c'est juste que tu t'acquiers une expérience et du courage pour la traverser. Et du coup, elle te détermine plus. Et tu peux pas être libre sinon. Voilà. Ok. Merci, Maï. Merci, Angelo. Vita. Ciao.